Vous écoutez Comme du monde, le seul balado où deux charmants zinzins plongent dans l'art méconnu de la construction d'univers imaginaires. Coucou. Hey, tu veux me montrer quelque chose? T'as dit check, puis là, l'épisode part, puis là, t'es en train d'ouvrir un onglet dans un ordi. Je pensais pouvoir... T'es sûr que c'est le bon moment pour me montrer quelque chose? On est rendu tellement confortable que pendant la pub puis pendant le générique, je te montre des affaires. Ouais, c'est ça. Moi aussi, je te montre des affaires. J'ai ouvert une belle image d'un Cenobite de Hellraiser. Ouais, pourquoi tu me montres un Cenobite de Hellraiser? Je sais pas. C'est même pas quelque chose dont je veux parler avec toi. Je connais pas Hellraiser. Mais on parlait de Hellraiser, puis je voulais voir de quoi un Cenobite avait Fait l'air. qu'on vivait une situation, toi et moi, qu'on aurait préféré pas vivre. Et je disais que je préférerais être un Cenobite que de vivre cette situation-là. C'était une exagération, oui. Ça, un effet comique. Faut dire que j'avais ma préférence moi aussi. J'ai dit que je préférais être le gars avec les yeux d'un paume dans le labyrinthe de Pan. On n'aimait pas la situation ni un ni l'autre. Ouais, puis on a décidé d'imager comment on aimerait mieux faire d'autres choses, de souffrant. Puis c'est quoi que toi, tu voulais me montrer? Je pense que ça va être plus à propos quand on va faire la critique de notre sujet du jour. Mais avant, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé encore. Vrai. Pourtant, on commence à être en retard. On n'était pas en retard quand on l'a vécu, en tout cas. Non, quand on l'a vécu, c'était pas sorti encore. Mais tu voulais qu'on parle un peu de Dune, partie 2. Ouais, Dune. On était là en avant-première. On est allé voir ça, nous autres, là, au moment même, avec Denis. Ouais. Denis, le gars là, de la shop. Oui, Denis. Okay. Denis là, pas l'autre Denis, là, pas Denis Villeneuve. Puis, fait que tu voulais qu'on parle de Dune. Ouais. On a des millions d'affaires qu'on pourrait dire sur Dune. Ouais, mais on est en varia, là, fait qu'on garde ça court. Là, ouais. Je sais pas, c'était quoi ton... C'est full bon, là. C'est full bon, oui. C'est full bon. Bravo. Chapeau champion. Moi, mon opinion sur le premier était plus... je sais pas comment dire ça. Mitigé? Ouais. T'avais tes petits J'avais bémols. J'avais mes petits accros avec, puis je vais être ce gars-là, mais j'étais le gars qui était comme « Ah, mais j'ai lu le livre, puis là... » Mais finalement, dans le 2, pantoute, même que je trouve que ça réglait un problème du premier, que je trouvais que le premier était trop froid. Tu sais, t'as ça qui vient avec n'importe quel premier opus de quelque chose de plus gros, d'avoir d'être obligé de porter toute la démiurgie, là. Vrai. C'est lourd, ça peut être lourd facilement, surtout si c'est quelque chose qui a beaucoup d'éléments typiques à ce monde-là à communiquer. Le premier avait ce job-là que le deuxième n'avait pas. Fait que je pense que le premier était donc quelque chose d'un peu plus lent, un peu plus... il faut placer les concepts, il faut présenter les concepts, tandis que le deuxième pouvait se permettre d'être juste un peu plus un roller coaster d'action. Mais même que dans le deuxième, j'ai vécu des moments où... toi aussi, tu les as vécus. On était dans la même salle de cinéma. Mais il y a plusieurs moments dans le film où toute la salle riait. Là. Oui. Ce que tu n'aurais jamais eu dans le premier film. Là. On va le dire tout de suite. Là, ces moments-là, c'est juste Javier Bardem qui fait son petit gag. Ouais. Pour lui, ça fit au bout avec son personnage, mais pour nous, ça passe comme un gag. Je pense que ça passe comme un... Moi, c'est ça la question que j'aurais posée à Denis. Pas Denis, le gars de la shop. Là, l'autre Denis? Le Denis Villeneuve. Là. Villeneuve, c'est une shop. Hein, ils vendent du bois au coin Bellechasse puis Saint-Laurent. Bon. Mais j'aurais dit... j'ai rien pour... Okay, j'ai rien pour rebondir sur ta blague. On continue. Est-ce que c'est volontaire d'ajouter une touche d'humour? On dirait que voyons, Stilgar, on dirait qu'il était presque des fois Drax. Est-ce que tu as trouvé ça trop? Mais là, Drax, c'est une chose. Drax est vraiment conçu juste pour ça. Mais mettons, moi, je l'apparenterais plus à Gimli. OK, ouais. C'est un comic relief, ouais. Mais Drax aussi. Dans le fond, ils sont tous un peu dans le même. On s'entend vraiment moins coloré. Là, non, mais c'est le fait que ce personnage-là se prend tellement au sérieux que ça devient la joke. Ouais. C'est ça le profil, c'est ça l'archétype. Il y en a qui sont faits avec plus de goût que d'autres, mais mettons les trois qu'on prend là, je les aime les trois quand même. Là. Gimli n'est pas de même dans les livres, là, il est juste de même dans Peter Jackson. Absolument. Drax, je sais pas s'il est de même dans les comic books. Aucune idée, moi non plus. Mais en tout cas, ça passe. Puis c'est peut-être Dave Bautista ça passe qui parce fait... que c'est une comédie aussi. Là, mais... C'est une comédie, effectivement. C'est un film d'aventure, comédie,
avec comme l'action puis la Mais tragédie on the J'ai side. vraiment pas trouvé ça désagréable d'avoir une touche d'humour dans un film comme Dune. Ouais, C'est comme ça c'était m'a pas fait rafraîchissant. décrocher, c'était rafraîchissant, ça faisait partie du... Ça donne de l'humanité au personnage, en fait, qu'il n'y en avait pas au départ. Là, tu sais. Dans le livre, moi, Dune, je l'ai écouté en audio-livre là, longtemps. Ben, pas si longtemps, parce que c'est quand même un audio-livre. Là. Mais mettons, il y a 5 ans. C'est loin dans ma tête si Stilgar a une forme d'humour à propos de lui ou pas du tout. Il me semble que non. Non. Il me semble qu'il n'y a rien. Il est comme un peu droit. Là. Ouais, absolument. Ouais. Mais c'est sa droiture qui est drrole, finalement. Ouais, c'est ça. Ça passe à l'écran d'une façon différente, mais tu sais, c'est... Peut-être que c'était inévitable, tu sais. Peut-être qu'en le jouant, en le faisant, ils se sont rendus compte que, tu sais, ce type de personnage-là, ça... J'imagine que s'il le faisait straight, ça ferait un peu Hercule, Xena, Ouais. la guerrière. Et ça ferait un peu trop wooden, un peu trop plaqué. Ouais. Comme, je sais pas, comme un Anakin Skywalker que le sable le dérange. Là. Ouais. C'est quelque chose qui est trop... C'est un peu niaiseux, mais c'est voulu. C'est comme volontairement, ils veulent que ça soit vraiment, vraiment important. Puis là, Ouais, ça ouais, devient que c'est ridicule. Tu sais. Je t'avais parlé de l'interaction entre le laser et le bouclier, Ouais. qui a été complètement enlevé, finalement. Oui. C'est pas un truc dans le Parce que film. moi, je vous le jure, dans Dune, il y a cette interaction-là qui se passe entre les las guns puis les boucliers, mais il n'y en a pas dans le film. Qu'est-ce que t'as aimé de ce film-là? Parce que tu dis que tu l'as préféré au premier. Et c'est quoi, mettons, le... Ben, c'est sûr que j'imagine que je suis pas tout seul à le préférer au premier, dans le sens où c'est le dénouement de l'histoire puis c'est la finale. Mhm. J'ai aimé... j'ai aimé les choix qui ont été faits par rapport à ce qui a été coupé. Ouais. Fait que j'ai lu beaucoup de plaintes là, de gens qui sont pas contents que, mettons, Tufir Arawat soit pas là ou... Ouais, mais les plaintes d'adaptation, moi, je lis pas ça. C'est comme... Une adaptation, c'est une adaptation. Fait que genre, Exactement, ouais. c'est quoi les choix qui ont été faits? Est-ce que c'est des mauvais choix? C'est une autre chose. Mais le fait de couper des affaires ou d'ajouter des affaires, c'est tout à fait normal. Tu changes de médium. Ouais. T'as pas un livre dans les mains. T'es en train de regarder un film. Fait que Arawat, il était peut-être pas nécessaire à mettre de... Je sais pas, hein, je me rappelle pas assez bien du livre, mais il me semble il sert pas au thème que Villeneuve voulait Exactement. véhiculer par son film. Puis c'est peut-être les mêmes thèmes que Herbert, ou c'est peut-être pas exactement les mêmes termes, mais c'est pas grave. C'est lui qui décide. Parce que c'est une adaptation. Mhm. Tu fais un film. T'es pas en train de réécrire le livre. Exactement. Puis, j'ai vraiment aimé le casting de l'empereur Shaddam. Ça aussi, je sais que ça divise. Aïe, 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 aïe. Ben moi, je veux dire, c'est Christopher Walken qui essaye de pas faire un Christopher Walken, mais c'est quand même Christopher Walken, puis je Ouais. vois juste Christopher Walken. Ouais, mais je sais pas, c'est ça que je te dis. Je trouve que le film, il vient moi, avec ça une part de légèreté. Moi, ça me dérange pas, dans le sens où il y a des acteurs, on pourrait en parler, je sais pas pourquoi on parlerait d'acting dans notre podcast, ça, c'est vraiment périphérique à ce qu'on veut Ouais. faire, mais ça reste que... Est-ce que le meilleur acting, c'est l'acting de composition, puis l'interprétation de composition? Pas nécessairement, tu sais. Je veux dire, Will Ferrell joue tout le temps la même affaire, ou Seth Rogen joue tout le temps la même affaire, Ouais. puis c'est pas grave, il le fait, puis il le fait bien. Puis... Fait que Christopher Walken, il va toujours sonner comme Christopher... Il y a rien qui peut faire Christopher Walken qui va être différent. Je sais même pas s'il est capable. Mais tu vois-tu que ça peut être un peu conséquent ou lourd de sens de choisir ce gars-là pour jouer le rôle de l'empereur? Ça nous montre aussi le rôle de l'empereur dans cet univers-là, tu sais. Ouais, c'est de rajouter plus de cloches à vache. C'est ça. Un empire avec toujours plus de cloches à vache. Non, mais oui, Oui. mais ça montre qu'un empereur, c'est un titre, tu sais. Ouais. Puis en bout de ligne, l'empereur, on s'en fout un peu, tu sais. C'est pas... Ouais, mais aussi, ça file vraiment comme ce trope-là, ce modèle-là du souverain qui a perdu la touch tellement qu'il peut se faire démolir en un rien. Là, tu sais. c'est ça. Il l'a pu. Là. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as préféré? Moi, je pense que je te l'ai dit tout de suite quand on s'est levé des bancs. J'ai dit, je pense que ce que j'ai le plus aimé, c'est le fait que j'ai tellement été immergé dans cet environnement-là que si on m'avait proposé ce 3 heures-là de juste un IMAX immersif dans le désert, avec aucune histoire et aucun personnage,
genre, ça aurait marché pour moi. J'étais à 100% assis dans le désert avec eux. Puis oui, je suivais la trame narrative. Puis oui, il y a des aspects de la trame narrative que j'ai le goût d'analyser puis qui sont intéressants. Puis il y a des affaires qui sont venues me chercher. Mais pour vrai, c'est l'immersion qui a marché. Ouais, Pour moi, là, j'étais... Genre, je sentais le sable qui me gosse dans mes cheveux. Puis comme Anakin. La trame sonore aussi de Hans Zimmer est... Ah, mais ça joue pour beaucoup. Là. Ouais. C'est de la triche, Hans Zimmer. John Williams, Hans Zimmer, c'est comme... Pourquoi on joue, là? Tu sais, ça vaut même pas la peine. Mais, ouais. Puis dans ce film-là, il y a un gros message à propos de l'élu, qu'il n'y a pas dans le premier, mais qui est placé dans le premier. Je pense que c'est ça que Frank Herbert essayait de critiquer, là, le monomythe de Joseph Campbell. Puis c'est quoi l'élu? C'est quoi le Messie? Puis si je me souviens bien, ça avait été très mécompris à l'époque. Puis c'est pour ça qu'il a écrit Dune Messiah, qui est le prochain. Ouais, c'est en réponse à ça. Là. Qui déconstruit encore plus l'élu. Là. Mm-hmm. Oui, absolument. Puis là, Denis Villeneuve a décidé qu'il faisait une trilogie pour raconter l'histoire de Dune, mais aussi pour vraiment mettre le point sur le i de tout ça, c'est une déconstruction du modèle de l'élu puis du Messie. Fait que non, on n'est pas là pour dire bravo, Lisan Al-Gaïb. Lisan Al-Gaïb! Bravo, c'est toi le grand. On est, ouais, c'est ça. En fait, c'est une critique de ce concept-là, de ce phénomène-là. Mm-hmm. Mais ouais, j'ai hâte. Puis effectivement, la fin de Dune, même le roman, semble pas vraiment être une fin. Ah non? Tandis que Dune Messiah feel plus comme une fin. Il y a vraiment plus une finalité à la fin du deuxième livre. J'aime les histoires qui déconstruisent ce mythe-là, qui est tellement fort et tellement présent dans notre vie, dans le monde réel. Ouais. Mais je pense que la Matrice aussi, c'en est un gros. Oui, c'est vrai. Il y a quelques histoires comme ça qui viennent me chercher sur la déconstruction du mythe du Messie. Puis, ouais, c'était Dune partie 2. Moi, je pense qu'un autre aspect que je voudrais dire, c'est côté idéolangaison, là. Vraiment, c'est David J. Peterson puis sa femme Jessie Peterson qui ont travaillé là-dessus. OK. Mais, tu sais, les Fremen, le langage des Fremen que Frank Herbert n'avait pas tant développé, puis là, ça a été vraiment développé. Mais il y a beaucoup d'emprunts dans le... Oui, mais c'est une langue à part entière, mais basée sur la phonologie de l'arabe. Okay. Oui, c'est ça. Mais tu vois, les acteurs sur le set, ils ont appris vraiment la langue, ils ont appris à parler, à avoir des conversations de base, pas juste leurs répliques. Tu sais. Javier Bardem, il parle parfaitement, couramment, genre, le Fremen. Malade. Ouais. J'ai entendu plutôt des bandes sonores sur YouTube que c'est Frank Herbert qui prononce des mots. Ah ouais? De son lexique. Est-ce qu'il y a une bonne prononciation ou est-ce que ça sonne juste comme un gros accent anglais? En fait, je pense que c'est des cassettes qui servent à montrer c'est quoi la bonne prononciation. Ah, nice. Ouais. Ben, il y a des affaires qui sont un peu absurdes. Mettons, l'apostrophe dans Muad'Dib, un apostrophe entre deux occlusives, ça n'a pas rapport, ça représente un coup de glotte, puis ça peut pas arriver entre deux occlusives. Il y a des affaires que, genre, je sais pas, il faudrait que je jase avec David J. Peterson, mais il a dû se heurter à, genre, voyons, Frank Herbert, tu fais n'importe quoi avec ce mot-là. Mais ça intéresse pas grand monde. On l'ira l'écouter comment il le prononce, Muad'Dib. J'aimerais ça. Je pense qu'il fait comme Muad'Dib. Oui, il fait juste un arrêt. Il sépare. Ouais. Clairement, mais le coup de glotte... Ça fait pas de sens. Ouais. Normalement, représente jamais ça. En tout cas, c'est pas grave. Tu peux enlever Pinhead de ton ordinateur qui me regarde depuis le début de l'épisode? OK, parfait. Comme si j'avais ouvert le juste cube. Enlever mon ordinateur. Okay. Hey, à place de présenter de quoi on parle, je vais le faire de façon audio si ça t'intéresse. Là. Bangarang! Ah, t'es bon, il n'y a rien qui a piqué. Il n'y a rien qui a piqué, je me suis éloigné du micro. Hein? Fait qu'on parle de Peter Pan aujourd'hui. On parle de Peter Pan. Mais si tu viens de te joindre à nous, t'écoutes Choc. T'écoutes comme du monde sur les ondes de choc.ca. Mon Dieu, j'ai bien de la misère. Avec Joël Martin. Et Julien Lefort. Ouais. Puis oui, on parle, pas spécifiquement de Peter Pan. Puis pas spécifiquement de Bangarang. Non, mais on parle du livre Neverland par Andrew Kolb, qui est une aventure, un module pour Donjons Dragons. C'est écrit sur le livre A Fantasy Role-Playing Setting. C'est compatible avec la 5e édition du jeu de rôle le plus populaire au monde. Puis c'est un très beau livre qui a été qui est publié par Andrews McHale Publishing. La copie que j'ai entre mes mains, je l'ai achetée en librairie à Montréal. Fait que normalement, c'est quand même disponible partout où ils vendent des livres en anglais.
je peux tout de suite dire là, que c'est un livre magnifique. Ah ouais? Ah, j'aime vraiment juste, mettons, de l'extérieur, tenir le livre, la couverture, puis tout, je trouve que ça marche au bout. Pour moi, c'est comme... Il est allé chercher le bon look and feel pour qu'on comprenne tout de suite où est-ce qu'on s'en va avec ça. Fait que Andrew Kolb, Ouais. KOLB, c'est d'abord et avant tout un illustrateur. Et c'est un Canadien. Il habite en Ontario. Puis il dit même sur son blog qu'on devrait aller le visiter un jour si jamais on passe par chez eux. OK, il habite où? Est-ce que son adresse? Le gars, c'est écrit « I draw pictures and tell stories. Sometimes my pictures tell a story and that's when I have the most fun. I live in Ontario, Canada. You should totally visit me sometime. » OK. C'est comme une invitation ouverte. Ouais. Mais tu sais, je veux pas aller en Ontario puis crier son nom, là. Je pense qu'il faudrait que ce soit plus Faudrait y précis. écrire, ouais. Ben, c'est ça. Puis c'est ça que je te disais de regarder tantôt, c'est que je voyais qu'il y avait un reveal de couverture. Fait que il y a déjà son actif. Là, nous, on est en train de parler de Neverland. Puis je te l'ai proposé, si tu te souviens, parce qu'il vient de sortir en français. OK. Fait que, Je m'en souviens pas que c'était OK. pour ça que tu sais. Je disais que cette proposition-là, je trouvais qu'elle était tombée des nues un peu. Puis j'étais quand même, pourquoi on parle de Peter Pan? Mais spoiler alert sur la conversation d'aujourd'hui, j'ai vraiment aimé mon expérience de plonger dans Peter Pan. C'est une franchise, j'aime pas ça parler de franchise ou de propriété intellectuelle, c'est un univers que je connaissais très peu. J'avais jamais vu le film de Peter Pan de Disney. J'avais vu Hook de Steven Spielberg. Puis c'est là que ça s'arrêtait pour moi. Genre, je savais que Peter Pan, j'ai déjà vu des images, je sais de quoi ça a l'air à peu près. Fait que là, j'étais comme, je pars de loin. Fait que j'ai regardé Peter Pan, puis j'ai regardé Hook. En feuilletant le livre, puis en lisant le livre, ça jouait derrière. Fait que j'ai comme vécu un peu tout cet univers-là en immersion. Puis je trouve que c'est un appel à l'aventure et à l'imaginaire qui est super comme efficace. Ouais. On peut tout de suite peut-être tasser certaines affaires puis dire ça, c'est moins hot. Parce que il y a des aspects de l'univers de Peter Pan qui sont moins hot. Oui, OK. Genre Genre la façon que les Autochtones d'Amérique sont dépeints. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il y a une faction sur l'île qui s'appelle genre les Redskins ou quelque chose comme les Indians, ça. Puis il y a une longue scène dans le film de Disney, en tout cas. Mais j'ai pas lu la pièce de théâtre originale, mais il y a une longue scène que j'étais comme, c'est vraiment pas... c'est pas très de l'air du temps, là, c'est vieux, puis ça pourrait offenser du monde, puis surtout, genre, c'est pas de même que tu veux dépeindre les Autochtones. Pis tout. Mais, tu peux tasser ces affaires-là, puis garder juste les affaires qui sont le fun. Puis c'est ce que Andrew Kolb a fait, parce qu'il les a pas mis dans son jeu. Il les a transformés en une autre affaire, puis c'est pas... Il y a un peuple qui est comme plus proche de la forêt puis de la nature, puis ils viennent remplacer le... Ouais. Fait que même, je pense qu'il justifie son choix de les remplacer. Il en parle un moment donné. Il en parle à quelque part dans le livre. Fait que dans le livre, je trouve qu'il est très transparent par rapport à sa démarche. Mm-hmm. Il va même que les dernières pages, c'est des esquisses de... Gars, ça, c'est des idées que j'ai eues, mais je les ai pas gardées. Ah oui, absolument. C'est vrai, t'as raison. Fait que, effectivement, je trouvais ça habile de dire, cet aspect-là, je trouve que ça a mal vieilli ou ça pourrait offenser des gens. Je vais juste m'en débarrasser. Mm-hmm. Parce qu'honnêtement, s'il l'avait mis dedans, ça aurait été tassé de toute façon par des maîtres de jeu qui n'auraient pas voulu intégrer ça dans leur partie. Fait que... puis des gens qui auraient voulu l'intégrer, après ça se ramasse autour de la table, puis ça fait que les joueurs, les joueuses, puis le maître de jeu sont pognés à vivre puis revivre des stéréotypes, puis pas juste des stéréotypes, certains trucs qui sont carrément racistes. Puis là, tu joues autour de la table. Puis il y a bien des groupes de jeux qui verraient pas comment le faire avec tact. Fait que là, je sais pas, je pense que ça sert à personne ni rien de faire ça. Là. C'est drôle que tu aies écouté Hook puis Peter Pan. Moi, je suis en train de lire... c'est pas la pièce de théâtre, mais il y a comme... Puis suite à la pièce de théâtre, il y a comme une novélisation de la pièce de théâtre qui a été faite par l'auteur lui-même. Là, puis c'est vraiment cool comme univers. Ouais. C'est clairement visé... Le public cible, c'est des enfants. Mais c'est rough là, pour des enfants. Là. Peter Pan est très transparent par rapport aux pirates qui tuent. Ouais, tout le monde se tue. Genre, nous autres, on tue les Lost Boys. Nous autres, on tue les pirates. C'est comme, OK, beaucoup de gens qui tuent beaucoup de gens. Ouais, mais sauf que quand tu es un jeune garçon, ou même, je dirais, juste un enfant, là, ça arrive souvent que tu joues à... Tu sais, Papa, t'es mort. Ben oui, c'est ça. Fait qu'il y a beaucoup de Papa, t'es mort. C'est très assumé. Tu sais, ça paraît que ça a été écrit en 1902 et pas... je sais pas en quelle année que ça a été écrit. Oh, bonne question.
On cherchera tantôt pendant qu'un ou deux fait du temps. Mais Ouais. en fait, je peux parler du livre un peu plus parce que oui, Peter Pan, là, ça pourrait être un épisode en soi. Mais ça, c'est vraiment un module pour jouer un jeu de rôle Donjon Dragon puis explorer l'île qui est Neverland. Donc, c'est un hex crawl. L'île est divisée en 24 cases hexagonales. Chaque case est décrite et a sa population, sa végétation, sa faune, sa flore, les personnages qui c'est comme une petite région. Une petite région. Puis... 1904, la pièce de théâtre, la première à Londres. OK. Mais le petit oiseau blanc, le truc, le Little Bird, qui est la base pour le grand oiseau blanc là-dedans, qui n'est pas dans Peter Pan, mais qui est un peu lié, ça c'est en 1902. Fait que j'étais vraiment proche avec mes dates. Mais ouais, c'est ça. C'est ça nos dates pour J.M. Barrie. Puis, excuse-moi, continue. Non, c'est bien correct. Fait que je pense aussi que c'est tombé dans le domaine public, ce qui permet à Andrew Kolb de prendre toute l'aventure de Peter Pan puis de l'adapter comme il veut. Fait qu'on a toutes les règles ou plutôt tout ce qui a trait à chacune de ces 24 cases-là pour l'exploration de l'île. Il y a un chapitre dédié aux personnages, avec le casting un peu de cette île-là. Il y a aussi une partie qui définit des mécaniques, comment l'île fonctionne, qu'est-ce qui se passe sur l'île quand les joueurs n'interviennent pas, les factions qui sont en opération sur cette île-là. Puis à la fin, il y a comme des suppléments là, pour certaines zones à explorer, des donjons, des genres de cartes qui sont proposées pour que les joueurs puissent avoir un handout ou pour que le maître de donjon le maître de jeu puisse préparer. Ça fait que le livre est divisé comme en 4 parties. Une présentation du monde, une présentation de... Je dis 4, c'est peut-être pas 4, là, une présentation du cast, qui sont comme ton bestiaire, et aussi, pas juste bestiaire, mais il y a aussi des personnages uniques. Ouais, on reviendra tantôt. Il y a une description de Peter Pan lui-même, mettons. Ouais. Puis après ça, tu as des ressources. Une présentation de l'île. Une présentation de Elfham. On reparlera de Elfham. Ah oui, on parlera d'Elfham tantôt, c'est vrai. Puis après ça, des ressources. Puis je suis arrivé aux ressources, j'étais comme, je vais pas prendre le temps de lire tout ça. Mais pour vrai, les ressources, il est comme là le nerf de la guerre, je trouve. Là. C'est là que ça devient intéressant. J'en ai juste fêté une coupe parce que c'est quand même pas quelque chose qui est agréable à lire tant que ça, comparé, je pense, à l'introduction. Mais c'est l'affaire qui fait que le livre il est un bon guide pour pouvoir jouer. Là. On y va-tu dans l'ordre? Ouais. Fait que le chapitre sur le monde... Ouais. C'est vraiment comme... Je trouve qu'au début, il y a un survol de, c'est quoi l'île, puis comment ça fonctionne. C'est là qu'on parle des factions. Mais la partie des mécanismes, là, c'est quelque chose que je pourrais facilement... Comme, il n'y a pas vraiment de construction d'univers là-dedans. Là. C'est pas vrai, c'est le calendrier. OK, oui. Puis il y a des affaires que, oui, tu sais, The Clock... C'est ça l'affaire. Je pense qu'il y a un petit truc aussi dans ces premières pages-là qui parle des thèmes. Puis moi, c'est ça qui est venu me chercher. J'ai fait il sait vraiment qu'est-ce qu'il veut faire, Andrew Kolb. Parce que si tu veux faire ton propre jeu de rôle, je pense qu'un des aspects les plus importants, c'est que ton jeu de rôle se signale par un thème. Puis quand je veux dire thème, c'est pas une thématique là, avec un look puis une esthétique, mais vraiment, de quoi ça parle? Puis de quoi ça parle, tout l'univers de J.M. Barrie, c'est le refus de grandir. Ça, c'est un vrai thème, là, au sens... comme narratif, fort, accepter de passer de l'âge de l'enfance à l'adolescence à l'âge adulte. Ouais. C'est comme un rituel de passage nécessaire. Un coming of age, c'est important dans la vie de quelqu'un. Peter Pan refuse de faire ça. C'est ça son personnage. C'est ça qu'il définit. Puis Wendy, John puis Michael vont le suivre dans une aventure, mais après ça, eux autres, ils doivent grandir, puis revenir, puis vivre une vie. Dans la version de J.M. Barrie, il se passe certaines choses. Dans la version de Hook, ça s'est passé différemment. Dans le jeu de rôle Neverland de Andrew Kolb, ça se passe différemment aussi. Genre, qu'est-ce qu'on fait avec les personnages des enfants Darling, là, les 3 enfants qui suivent Peter Pan? Ouais. Je pense que tout le monde a sa propre version de tout ça, puis c'est correct. Mais l'idée, c'est qu'on va vivre une aventure dans le monde de « on ne grandit pas ». Puis peut-être qu'à la fin, on apprend à grandir ou peut-être qu'on n'apprend pas à grandir. Ça, là, ça, c'est du thème. Ça, c'est du travail de fond pour que tes personnages y aient quelque chose de fort. Puis qu'à un moment donné, tu vas avoir des scènes qui sont dramatiques, avec quelque chose d'intéressant, d'important, qui vient nous toucher, mélancolique. Ça vient travailler des cordes sensibles. Andrew Kolb prend des décisions dès le début. Il te l'expose, il dit, il faut que ta game parle de ça. Si ta campagne ne parle pas de ça, tu as raté ta shot avec Neverland. C'est comme s'il disait,
quand tu vas ajouter des choses, parce qu'il y a beaucoup de place pour agrandir un petit peu le contenu, quand tu ajoutes des choses, garde ces termes-là dans ta tête, parce qu'il faut que ça marche avec cet univers-là. Puis oui, tu dis pas grandir, mais lui dit le temps. Qu'est-ce qui fait qu'une maison est une maison, un chez-soi. Puis aussi la parentalité. Ouais. Fait que c'est de garder ça en tête quand tu ajoutes des choses, mais tout ce qui est là-dedans a un lien avec ça. Puis tu sais, pas pour un peu parler de quelque chose d'autre que la discussion qu'il faut qu'on ait aujourd'hui, mais pense à Donjon Dragon. Là. Au début, mettons, du Player's Handbook de la 5e ou du Dungeon Master's Guide de la 5e, il y a un petit paragraphe de même qui parle de pourquoi Donjon Dragon. Puis, si je me souviens bien, c'est quelque chose comme le but, c'est d'être libre puis de tout faire. On peut tout faire. Puis, c'est ça qui fait que Donjon Dragon, c'est pas juste des donjons puis des dragons. C'est devenu l'espèce de bottom line vanille de c'est quoi jouer à un jeu de rôle. Ouais. Puis quand tu penses à un jeu de rôle, à Monster of the Week, Vampire the Masquerade, ils ont toute une personnalité, puis Donjon Dragon n'a pas de personnalité. Si t'en fais un nouveau, si t'en rajoutes un sur la pile, Andrew Kolb prend pour moi la bonne décision, avoir des thèmes précis, puis dire c'est ça la personnalité de mon jeu à moi. Ouais, fait que chapeau pour ça. Puis ça va jusque dans les clocks, c'est ça que tu allais dire, là, les mécanismes. Ouais, bien, il va t'expliquer parce que combien de temps ça prend, mettons, explorer une case. Tu sais, ça prend comme un certain guide pour les coulisses, pour le mécanisme du jeu d'exploration. Ouais. Le temps, aussi les déplacements, les distances. Oui, mais il y a aussi un calendrier lunaire. Il y a des événements qui se passent. Je ne sais pas si tu as eu le temps de lire ça ou si tu te rappelles de ça, le Chime Hours. Ouais. C'est à 6 h le matin, à 6 h le soir. Tu as une espèce de 6 secondes ou 6 minutes. Où il y a un phénomène étrange. Paranormal, bizarre. Qui est spécifique à chaque case. Fait que dépendamment d'où les joueurs sont, à la fin de ce corps-là d'exploration, il va arriver un phénomène spécial un peu inexplicable. Fait que le passage du temps est vu comme une chose vraiment exotique, ésotérique, bizarre, incompréhensible. Puis ça va jusque dans l'application des mécaniques de comment une partie va se passer. Je pense que tes personnages que les joueurs jouent, ils vont avoir ça aussi. Ils savent pas trop combien de temps a passé. Il y a tout le temps cette espèce d'effet-là un peu onirique de passage du temps insaisissable. Moi, j'aime qu'il spécifie que les habitants de l'île vont utiliser ça comme unité de mesure. Ouais. Comme nous, facilement, ça nous permet de dire, on divise notre journée en blocs de 4 heures. Ouais. OK. Puis là, lui, il appelle ça un clock. Puis il dit les Lost Boys, les enfants perdus de l'île, ils vont dire là, se rendre là-bas, ça prend 2 horloges, ça prend 2 clocks se rendre là. Ouais. Fait que ça transmet le code aux joueurs. Tu sais, comment les gens appellent ça? Ouais. C'est quoi cette unité de temps-là? Ça a toujours été un truc, comme quand tu fais un jeu de rôle, je sais pas pour toi, moi, mon expérience, c'est que les gens ont de la misère à parler de temps. Là. Ouais. C'est comme, soit tu dis des secondes, des minutes, des heures, puis des jours, puis là, tu te dis, mais c'est-tu vraiment ça? On a-tu des cadrans, nous autres, dans notre monde médiéval? Ou sinon, les personnes parlent en sablier. Je sais pas si tu as déjà vécu un jeu de rôle comme ça, mais non. Quand je faisais du grandeur nature, c'est comme, on se revoit dans 2 sabliers. C'est juste une façon vraiment poche de dire, 2 heures, là, on a toute une montre. Là. Ouais. Hey, on rentre-tu dans le chapitre cast? Cast, ouais. Ouais. Moi, je veux surtout parler des enfants Darling. Absolument, ben oui. Fait que la prémisse, c'est que les enfants n'ont jamais quitté l'île et que Peter Pan a comme un peu perdu intérêt quand ils se sont mis à grandir. Ils ont comme un peu abandonné, finalement. Oui. Puis eux, ils ont grandi. Les Lost Boys vieillissent pas, Peter Pan ne vieillit pas, mais eux, ils ont grandi. Puis là, Andrew nous donne un peu... Mon chum Andy nous donne un peu une raison, là, parce qu'ils n'ont pas été amenés par la même magie que tous les autres enfants qui sont amenés là. Eux autres, ils sont mis à grandir. Je pense même qu'il dit que ça pourrait être une piste d'aventure pour les joueurs, un genre de hook, de dire vous êtes des détectives à Londres. Il y a un cold case. Les Darlings ont disparu, ils sont jamais revenus. T'sais. Ah, c'est tellement hot, ça. Là, tu finis... j'ai pas lu ce bout-là. J'aime ça. Puis là, tu finis sur l'île, tu sais, puis ils ont vieilli. Là. À la fin, t'as des exemples de feuilles de personnages, puis il y a une des feuilles de personnages qui est un parent. Ouais. Il n'est pas écrit humain ou adulte, il est écrit parent. Tu sais, t'es un parent. Fait que tu vois, j'étais à John. Fait que je vais commencer par lui. Là. Dans le fond, il explique que John
étant donné qu'il vieillit, puis il y a ça comme thématique, le passage du temps, lui, c'est devenu un genre de ben, c'est une lich, dans le fond. C'est une liche. Fait qu'il a utilisé la magie pour prolonger sa vie puis pour devenir immortel. Est-ce que tu connais les 3 enfants Darling un peu? Comme de l'histoire originale? Wendy, John puis Michael. Oui, mais tu te rappelles-tu de leur trait de personnalité un peu? Pas vraiment, non? Fait que Wendy, c'est la mère. Elle est vraiment comme un mother surrogate pour les Lost Boys, mais aussi dans le cadre de son chez-soi. Quand la mère n'est pas là, c'est Wendy qui fait un peu... Elle s'occupe de ses 2 petits frères puis de la chienne. Puis... c'est drôle parce que dans le livre, c'est le chien qui s'occupe des enfants. Le chien aussi s'occupe des enfants en général, puis ça fait partie de... Mais Wendy est vue comme... C'est la plus vieille des 3, puis elle a comme un instinct maternel. Elle a un instinct maternel, puis elle est vue aussi comme une figure d'autorité sur le monde de Peter Pan par ses 2 frères. Elle fait Wendy, elle connaît tout de Peter Pan. Puis, mais quand elle est amenée chez les Lost Boys, elle agit comme une mère pour eux de plein de façons. T'sais. Fait qu'il y a ça. Ça, c'est comme Wendy, c'est surtout ça. Puis il y a aussi une espèce d'histoire d'amour entre elle et Peter. Ouais. Puis avec une histoire, un triangle amoureux avec la Tinkerbell, ouais. Mais après ça, John, il est plus comme... Tu sais, il a un chapeau de forme et un parapluie. On dirait que c'est un enfant qui, naturellement, deviendrait un adulte. Est-ce que c'est le plus jeune? Non, c'est Michael le plus jeune. Okay. Puis Michael, c'est un petit bébé. Okay. Il fait des petites jokes c'est un peu il est naïf, il est bon enfant, puis tout ce qu'il voit est beau puis le fun. Mais John, il a comme un aspect un peu... Gentleman. Ouais, victorien, comme gentleman en devenir. L'illustration est vraiment belle. Vraiment, ouais. C'est comme un genre de garçon squelette avec un parapluie et des lunettes. Là. Fait que moi, je trouve ça fit qu'il devienne une liche. T'sais, il est plus adulte déjà dans sa personnalité que toutes les autres. Dans la description aussi des personnages de tout ce chapitre-là, il y a quelque chose que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Les personnages qui sont comme les personnages nommés. Ouais. Peter Pan, Capitaine Crochet, les enfants Darling. Smee. Ils ont tous d'autres noms qui sont écrits en dessous de leur nom en plus petit. Ouais. Puis je me dis, si tu fais une campagne dans Neverland puis tu veux pas vendre la mèche, tu peux dire ça. Tu peux utiliser tous des noms. Mettons, John s'appelle comment fait aussi? Que John, tu as 2 autres choix. C'est soit Red-Handed Jack, fait que moi je l'appellerais genre Jack la main rouge, ou The Boy Lich. Ouais. Puis ça te permet de ne pas utiliser le nom de John Darling. Pour pas que quelqu'un, mettons, si c'est des joueurs qui savent qu'ils sont dans une campagne de Peter Pan puis ils partent à la recherche des Darling, ben là, ils peuvent pas dire avec certitude que c'est ça son nom. Ouais. Ça donne aussi, si tu veux complètement épurer le système de Peter Pan, tu peux utiliser tous des noms différents puis personne ne va jamais savoir que c'est Peter Pan. Ou, si tu utilises c'est assumé, ben comment les gens de cette île-là appellent le personnage. Parce que ça se peut, lui, que John, il n'utilise pas ce nom-là. Non, il se fait connaître son nom de sa vie à Neverland. Tu sais, même les Lost Boys, ils ont The Wayward Children, The Forgotten Ones ou Little Brats. Les noms qui sont donnés pour les Lost Boys, à la fin, il y a comme un truc de genre, quel genre de nom tu peux donner à un Lost Boys? Je pense que les 7 premiers, c'est les noms des Lost Boys originaux de l'œuvre de J.M. Barrie. Mais après ça, c'est d'autres noms du même genre. OK, Toodles, Nibs. Ouais. Ah ouais, OK. Fait que moi, c'est quelque chose, c'est une attention qui a été mis là-dedans pour rendre... C'est vraiment passe-partout. Là. Moi, si je veux mettre ce style-là dans ma campagne à moi, j'utilise les noms. Ouais. Mais mettons le cast, là, on zoom in sur les Darling, mais genre, en général, les personnages qui sont des personnages du récit original. Mais il y a deux autres parties du cast. Tu as un bestiaire de l'île avec des monstres souvent très animaliers, très comme vraiment bestiaux, là. J'aime vraiment ça. Là. On est dans les hybrides d'animaux, la jungle, les créatures insectoïdes, aussi reptiles. Puis il y a beaucoup de ça. La découverte aussi d'un écosystème. Là, ça fait partie de l'exploration de ce style-là. Fait que ça te prend des animaux étranges pour le peupler. Oui. Puis t'as des peuples aussi. Les sirènes puis les pirates qui sont un peu des archétypes, un peu des groupes ethniques, mais aussi juste des groupes de personnes qui se tiennent ensemble. Les Lost Boys, c'est juste des enfants qui se tiennent ensemble. La royauté aussi, comment ils s'appellent? Les géants. Les géants. C'est tous des insectes qui vivent dans une genre de monarchie. Mais tout ça m'intéresse beaucoup plus que Elle-Femme. OK. Moi, je vais le dire tout de suite, là, toute la partie Elle-Femme, c'est la partie que moi, je me tiendrais loin en tant que DM. Je le laisserais. Je l'aime en tant que truc qui existe,
mais j'irai jamais là. Genre, je ferai pas de campagne où on s'en va dans Elfham avant peut-être ma 6e campagne. Je suis de d'accord Neverland. avec toi, ouais. On dirait que c'est le. Je pense qu'on en a déjà parlé. Là, j'ai tout le temps cette lettre-là en tête de Tolkien à C.S. Lewis, où il parle des tours d'Annuminas. Il dit genre, c'est des tours qu'on voit au loin. Puis ça me tente pas de raconter l'histoire de comment un peuple a érigé les tours là 2000 ans. Je veux que le lecteur il soit avec Frodon puis qu'il voit au loin les tours puis qu'ils sont mystérieuses puis sont exotiques. Ce feeling-là du truc incompréhensible qui vient d'ailleurs. Ouais. Ben, Elfham, c'est un monde de fées. Puis c'est de là que viennent les fées. Puis il y a une façon où ce que l'île de Neverland puis Elfham se communiquent, puis tu peux transitionner de l'un à l'autre. Ouais. Mais pour moi, genre, le fun vient du fait que c'est incompréhensible puis on peut pas vraiment vivre Elfham. Fait que Absolument. je l'ai lu, le petit chapitre sur Elfham, je l'ai passé vite en me disant, je veux pas aller là. Je veux savoir que ça existe puis que des monstres apparaissent de là, mais je veux pas y aller. C'est compliqué pour rien aussi un peu le mécanisme d'exploration de Je sais pas, j'ai pas lu. d'Elfham. Ah. C'est comme si... Je regarde des images, c'est beau. Comme, c'est comme si Elfham, c'était un château au loin. Puis là, quand tu essaies, c'est pareil comme les tours que tu parlais, là, quand tu essaies de t'en approcher, ça reste au loin, puis comme tu peux pas juste comme marcher vers le château, c'est comme s'il fallait que tu passes par un certain chemin, puis t'en es comme éjecté si tu veux revenir. En tout cas, super compliqué pour rien. La bonne nouvelle, Mais c'est pour moi, que... le Skull fait déjà ce genre de travail-là Absolument. sans être aussi ésotérique qu'Elfham. Fait qu'il existe un genre de donjon modulaire sur l'île qui change à chaque fois que tu y vas. Ouais. Qui s'appelle qui est Skull Island des films de Disney, qui n'existait pas dans l'œuvre de Jim Barry. OK. C'est juste dans les films de Disney, ils ont inventé Skull Island, puis après ça, Andrew Cole le reprend. Fait qu'il y a même dans les ressources un genre de tableau là, que tu peux générer les pièces au hasard. Puis c'est ça, ils changent à chaque fois que tu y retournes. C'est ça. Ouais. Moi non plus, Elfham, je le tasserais puis je ferais rien avec ça. Tu sais, je dirais peut-être le tiers du cast, c'est-à-dire ton bestiaire, c'est des fées qui viennent d'Elfham ou des fées. J'ai trouvé toutes moins intéressantes que les peuples et les bêtes de l'île. Totalement. Ça, c'est ma grosse critique. Ouais. c'est pas vraiment méchant comme critique, c'est un aspect que je mettrais tout le temps de côté. Mais tu peux l'utiliser quand même. Tu peux utiliser ces créatures-là sur l'île, mais puis heureusement, mettons que tu suivais notre conseil et qu'on s'en débarrassait, ils sont tous marqués d'un petit symbole. Oui. Symbole rouge, je pense. Ouais. Fait qu'on sait comment, OK, ça, c'est une fée, elle vient du monde des fées. Ouais. Je pense aussi que c'est une volonté de transposer ce monde-là dans la 5e édition de Donjons Dragons. Puis le Feywild dans Donjons et Dragons. Puis... Mais moi, je veux dire quelque chose, c'est que mettons, Neverland, c'est supposé être un monde féerique et magique de notre point de vue à nous. Puis là, tu fais une mise en abîme de ça, puis tu te dis, pour les personnages qui sont à Neverland, qui sont déjà habitués à ce monde féerique et magique, il n'y a plus rien de féerique et magique. On va leur en donner un à eux. Fait que dans Elfham, ils ont-tu leur propre Elfham qu'ils ne peuvent pas accéder? Il y a combien de poupées russes dans cette histoire-là? Genre, j'ai pas besoin d'un monde mystérieux et magique pour mon monde mystérieux et magique. Elfhamception. Elfhamception. Ou Fayception, ouais. Ouais, non, je suis d'accord. Puis pour vrai, je pense que ça va de soi là, que c'est une partie que tu prends ou tu prends pas. Mm-hmm. Ça a son chapitre à part. Ça fonctionnerait sans, ça fonctionne avec. Les illustrations sont malades. Ouais. Ils font vraiment un travail narratif fort que, genre, premièrement, c'est 5e édition de Donjons Dragons. Là, ça le dit pas, mais c'est ça pareil. Là. Fait que les stat blocks partout, un stat block, je m'en fous. Je veux juste regarder ses pouvoirs particuliers à la créature. Là. Je veux pas regarder il y a combien de dés de vie. Fait que l'image me communique déjà beaucoup. Il y a un petit texte explicatif. Je l'ai lu au complet, le cast, sans lire quoi que ce soit du stat block, sauf les pouvoirs. Ouais. Puis c'était une bonne lecture. J'ai apprécié ma lecture. J'ai skippé Elfham un peu. Les traits de personnalité, les idéaux, quand c'est un personnage important, t'as beaucoup de... C'est qui, tu penses, le méchant? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, OK. Hook, c'est pas un méchant. Hook, c'est pas un méchant. Le crocodile, c'est pas un méchant, c'est une bête. L'oiseau blanc, le grand oiseau blanc. Ça, c'est cool. C'est même pas... Ça vient même pas de... C'est ça, ça vient d'un autre poème, d'une autre pièce de théâtre de J.M. Barrie, Le grand oiseau blanc. Ben, moi, je pense qu'il y en a un méchant. Quand je l'ai lu, en tout cas, il y en a un que j'étais comme... Ah, il est purement méchant? Pas purement méchant, mais il sert un petit peu de figure menaçante. Et je pense que pour vrai, Wendy puis John peuvent être utilisés comme des méchants. Peter Pan. Peter Pan. Mais Peter Pan, il est déjà un méchant dans l'histoire originale. Si tu regardes un peu, là, il est arrogant. Il est méchant, il se vante. Il est dismissif. Genre, tout ce que tout le monde dit, tout le monde fait, il s'en fout. Ouais. Je l'ai il pas regarde fini, pas les malheureusement. conséquences. C'est ça l'affaire. Je l'ai pas fini, mais je peux te raconter un bout où il leur apprend à voler.
au début. OK. Puis à un moment donné, il fait comme genre... Parce que les enfants ont de la misère à voler. Puis lui, il vole super bien, tu sais. Puis là, il voit comme, il y a quelque chose qui se passe là-bas. Puis il s'en va, puis il disparaît pendant de longues heures. Puis les enfants, ils n'ont rien à manger, puis ils sont pas capables d'arrêter de voler. Fait qu'ils sont obligés de voler de la nourriture dans la bouche des oiseaux. Puis là, genre, il revient, puis il fait, si vous aviez été avec moi, là, c'était tellement cool. Là. Puis là, c'est quoi qui se passe là-bas? Puis il repart. Ouais. Fait que, comme dès le début, il est haïssable. Ben, c'est vraiment... Je pense que c'est quelqu'un qui a aucune notion des conséquences de ses actes. Exactement. C'est pas le genre de personne que d'habitude on aime. C'est le genre de personne qui fout la marde. Puis c'est drôle parce que c'est le héros, tu sais, entre guillemets, des films. C'est le personnage central. Ouais. C'est le héros dans Hook, clairement, mais dans Hook, il vit complètement autre chose. Te rappelles-tu de ce film-là? Ben, c'est comme un... c'est plus tard, là. Premièrement, je vais te dire quelque chose. C'est Wendy est déjà adulte, là, elle est mourante même. Je vais te dire quelque chose. Ouais. Je sais pas si j'ai raison, mais j'envoie ça dans l'univers. J'ai jamais entendu cette opinion-là avant, mais c'est-tu moi ou Hook, c'est le premier Legacy sequel? Tu veux dire... Tu sais, un film qui a été populaire, puis 30 ans plus tard, ils décident qu'ils repartent la franchise, puis là maintenant, c'est la... on repart ça, puis on... Tu sais de quoi je parle? Pas vraiment, j'ai de la misère à te suivre. Il y a plein de ça. Genre, ça a été comme une grosse mode nostalgique. Les nouveaux, Ghostbusters. Les nouveaux Ghostbusters, OK. Les nouveaux Jurassic World. Hook, ça a été le premier, absolument. Parce que 1958, le film de Disney, puis là, on est en 1991, puis on a un film que ça reprend, genre, les personnages originaux, mais là, sont rendus plus vieux, ils repartent d'ailleurs. Puis ce que Hook décide de faire, c'est que Wendy est revenue à Londres. Ouais. Elle a vécu une vie complète. Puis un moment donné, Peter Pan, il continue à venir la visiter. Fait que là, Peter Pan est encore jeune. Puis elle, s'est rendue une madame. Elle est rendue grand-mère. Puis un moment donné, il a visité sa petite fille. Puis il a décidé qu'il voulait essayer lui aussi la vie à Londres, juste la vie normale dans le monde normal. Fait que Peter Pan s'est marié avec la petite fille de Wendy. Ils sont allés vivre aux États-Unis. Ils ont eu des enfants. Puis il a tout oublié. Il est comme amnésique de sa vie avant, quand il avait 10 ans, parce que Wendy, c'est sa grand-mère qui l'a adopté, puis etc., etc. Fait qu'il est rendu un businessman. Ça, c'est Robin Williams. Robin Williams, c'est un businessman à New York. Puis là, ils vont faire un tour en Angleterre, visiter la vieille grand-maman Wendy. Ouais. Puis là, Captain Crochet kidnappe ses enfants à lui. Puis le Peter Pan, c'est-à-dire Robin Williams, il est comme, voyons, c'est qui ça qui a kidnappé mes enfants? Enfin, je comprends rien. Puis là, Wendy, elle raconte tout ça. Puis elle dit, il faut que tu y ailles, t'es Peter Pan. Puis il fait comme, no way, je suis pas Peter Pan, je suis Peter Banning, CEO of the company. Ouais. Fait que c'est tout ce processus-là de son personnage de retourner dans Neverland puis de redécouvrir qui il était avant. C'est super intéressant. Il y a des clichés, là, mais c'est vraiment un film, je trouve, qui est allé chercher des affaires particulières. C'est une bonne take sur l'aventure de Peter Pan. Ouais, ça l'amène ailleurs, en tout cas. C'est pas du remâché tout sur Peter Pan. T'sais. Parce qu'il y a un peu ça aussi dans la pièce de théâtre, c'est que on y a été, toi puis moi aussi, à Neverland. Ouais. On y va quand on est un enfant puis qu'on... À chaque fois, tu joues à un jeu imaginaire sans queue ni tête avec des règles que tu inventes sur le fly. C'est ça. Mm-hmm. Fait que... Ben toi aussi, une fois par mois, moi puis toi, on fait une journée complète où on enregistre 4 épisodes où on fait notre propre Neverland. C'est ça. Fait qu'il y a cette notion-là il y a cette notion-là de se réveiller puis de pas se rappeler de son rêve, tu sais. Mm-hmm. Puis il l'a dans Neverland d'Andrew Kolb aussi, là. Moi, ce jeu de rôle-là, j'adorerais y jouer. Genre, peut-être juste pour un one-off. Ouais. Jouer une partie, là, aller explorer, aller fouiller là-dedans. Je trouve que c'est full réussi. Fait qu'on le conseille? Ouais. Oui, on le conseille tout à fait. Je sais pas, je serais curieux de voir des gens jouer, de voir un peu comment ça se place, des exemples de gens qui ont joué des campagnes. Absolument. Ouais, moi, j'aimerais vraiment ça le faire. On le fera un moment donné. Ça sera une autre affaire à mettre sur nos projets. On fera un one-off, puis ça sera un épisode bonus juste pour nos membres Patreon. Fait que c'est disponible en français par Arcane Publishing. OK. Je sais pas où on peut le trouver au Canada. Là. Moi, je l'ai vu sur le site Internet de Arcane Publishing. Puis Andrew Kolb a aussi fait un jeu sur Oz, sur l'univers d'Oz. Ouais. Puis là, il va faire un jeu sur Wonderland. Ouais, puis les livres ont l'air tout aussi beaux. Là. Hey, il est vraiment cool, ce gars-là. Il va chercher des univers qui sont un peu plus domaine public, un peu plus inconnus, un peu plus... Ben, pas inconnus, mais je veux dire... non épuisés. Tu sais, il y en a des trucs qui sont épuisés aujourd'hui, puis ça fait juste traîner dans... On ira en jaser avec lui chez eux, il nous invite. Fait que... OK, cool. Ouais. Faut juste aller en Ontario puis crier son nom. C'est ça. Hey, t'as un texte à nous lire? Yes.
Fait qu'on se voit de l'autre côté du texte. All right. À tantôt. Bye bye. Anecdote d'une promeneuse. Cher tribun, j'ai bien reçu votre requête d'affectation pour un nouveau châtelain, mais tant qu'à vous répondre en formalité, j'ai décidé d'en profiter pour vous partager une petite anecdote. Vous m'en pardonnerez la trivialité. Alors, figurez-vous qu'hier, dans ma promenade du soir sur la colline sénatoriale, j'ai été témoin d'une chose des plus étranges. Absurde, vraiment. Vous voyez, à mon âge avancé, on commence à devenir dur de la feuille. Fait que j'ai cru, dans mon évidente sénilité, vous entendre pratiquer un discours pour les rostres. On aurait dit une motion au Sénat, préconisant un mandat pour que Heliargotas rapatrie une soldate des crocs de l'ennemi. Une caporale sans importance. Une plébéienne même. Va falloir excuser ma méprise. Je suis probablement rien qu'une vieille aiglesse qui a besoin de se curer les oreilles. Mais si, et je dis bien si, vous aviez été assez ingrat pour envisager clamer pareille cochonnerie haut et fort, je me retrouverais dans la fâcheuse position de devoir vous inculquer un peu de bon sens. Je commencerai par vous inviter à prendre la journée off puis aller rider la colonne de Swatan jusqu'à vous frotter au cumulus d'après-midi. C'est le printemps, l'air se réchauffe. Parfait pour une joyride, à planer puis regarder l'Ourmourde qui grouille. Les piétons, les charrettes, les bateaux. Et l'Ourmourde qui se pense importante avec ses commerçants puis ses militaires, ses ranchs puis ses docks, sa muraille puis son aqueduc. La fierté de l'Empire Sieb. Mais dans le fond, tout ça, tous eux autres, du plus décoré patricien au plus déchéant pérégrin, sont tous juste des petits points, incapables de se décoller du sol. C'est de ça qu'est formé l'Empire. De piétons qui jouissent du coude pour leur peu d'envergure. Des chameaux qui obéissent sans blatérer de questions, des tortues qui préfèrent s'emprisonner dans leur première maison, des champignons aussi isolationnistes que ridicules, des serpents qui risquent la lapidation publique en sortant des rues, puis des fourmis qui fourmillent, castrées de la sorcellerie qui a jadis fait leur gloire. Puis à leur côté, des éléphants puis des furets, captifs du poids de leur corps comme tous les autres. Oui, oui, même le plus impérial des Siebes est plaqué au sol. Sachez une chose, tribun. Le monde est une swamp infecte dans laquelle les non-allés pataugent. Ils s'accotent l'un sur l'autre pour se propulser à la surface puis se félicitent quand ils arrivent à se garder à flot. Mais peu importe qui est monté ses épaules de qui, nous, on plane loin au-dessus avec les cumulus. La seule liberté ici-bas, c'est la nôtre ici-haut. Celle des hastules, celle qui vient avec tes ailes à naissance. C'est ce qui nous sépare de la vermine. C'est donc d'autant plus important de tracer une ligne entre nous puis les autres ailés. Cette ligne-là est forgée dans l'instinct du rapace. La force qui fait qu'on vaut mieux qu'un bourdon. Les apiens sont victimes des structures qu'ils ont placées au top. Est-ce que les brindilles qui forment le nid royal sont nobles? Non. Sont juchés sur un sommet, mais n'ont pas l'audace de le revendiquer. Qui assèment le Sénat tant qu'ils veulent, ils seront jamais capables de nous égaler. C'est dans leur nature. Comme c'est dans la nature d'un corbeau de voler bas, de charogner nos restes, puis de croasser que c'est pas juste. Puis là, c'est drôle parce que, selon mes vieilles oreilles niaiseuses, il y aurait vous, tribun, qui voudriez mobiliser les forces armées pour libérer une corvienne. Un impératif pour préserver les secrets d'État, comme je vous ai imaginé l'entendre dire. Une exception. Rien qu'une. Il y a un autre mot qui existe pour ça. Un précédent. Vous savez combien de brèches il a fallu dans Douve du palais impérial pour que le martyr des sables l'infiltre? Une. Rien qu'une. Puis vous voudriez tendre une branche à votre caporal puis la sortir de la swamp? Dans quel but? Pour qu'elle pogne la colonne d'air chaud puis qu'elle nous kick en bas des nuages? Comme le martyr des sables a fait au Siebzimil? Comme une invitée trop à ses aises ferait avec votre villa en votre absence? Un petit rappel, tribun. On est toujours à une corvienne parvenue du chaos. Mais j'ai pas besoin de vous dire ça.
tout Aquilien qui se respecte, c'est ça. Penser le contraire serait de ne pas comprendre la game, ou pire, de ne pas valoriser toutes les bassesses, les sacrifices puis les alliances impures qui ont hissé nos familles au-dessus de les masses. Puis ça serait indigne du dernier Naphétis. C'est quand même déplorable ce qui est arrivé à votre famille. Ça doit pas être facile. Votre mère, vos cousines puis vos tantes qui périssent toutes de la même maladie, comme ça. Pouf! Si je me trompe pas, ça laisse juste votre fille de matriarcable. Quand elle sera en âge, bien sûr. Un si mince filon d'espoir pour votre lignée. Ça serait d'une tristesse innommable s'il devait y arriver quelque chose. J'ose pas imaginer. Heureusement, votre maisonnée va reprendre du mieux sous peu, puisque j'ai accepté de vous envoyer mon neveu Upsa pour que vous vous en fassiez votre nouveau châtelain. Je compte sur vous pour le redresser. Il vient de passer les 2 dernières années à Quan, puis je pense qu'il aurait besoin d'un peu de discipline. Pas besoin de me remercier. C'est un plaisir pour moi de vous aider à remettre de l'ordre chez vous. Transmettez mes salutations à tous mes autres neveux. D'un sommet à l'autre, Madame Itchatis. Oh! Puis si vous cherchez une motion à passer au rostre demain, je vous joins un grief de la plèbe qui serait tout à fait à propos. Le voici. Récemment, un groupe d'enfants corviens s'est perdu dans les montagnes aquiliennes au nord des Lourmourdes. Ils ont crié, mais il n'y avait pas âme qui vive, puis ils sont tous morts de faim. La montagne est ben trop périlleuse pour être en accès public. Il y a déjà des gates qui empêchent les marcheurs de se ramasser là-bas, mais il faudrait renforcer la sécurité de la garde aérienne pour pas que nos corbillas s'y perdent. Signé, des mères corviennes inquiètes. Cacheté par le bureau du tribun et Lourmourde. J2, S3, M4, A4, L2, C20. R de Sieb. Traduit de l'Érial par le Journaux. Wow! Je me sens menacé. T'aimes cette personne? Oui. C'est ta nouvelle personne préférée? Ben, c'est un beau personnage, pour vrai. Mm-hmm. C'est sûr que ton ton, quand tu le lis, ben, je le savais. Là. Quand j'ai lu le texte, c'est ce ton-là que je ressentais. C'est bien écrit. Mais on dirait qu'il y a un degré de menace de plus quand c'est toi qui le lis. Tu sens que c'est une menace? D'où tu tiens tes informations? Ben, c'est le génie, en fait, de ça. C'est que c'est une menace sans jamais le nommer. Là. Le bout, tout ce qu'elle dit, ça serait vraiment plate qu'arrive quelque chose à ta fille. C'est le bout qui est le plus proche vraiment d'une menace formelle. Oui, mais sans être une menace formelle, le reste est quand même un... OK, fait qu'elle utilise... Dans le fond, là, c'est Colombo. OK. Elle utilise un ton... Comme ça, elle savait pas trop de quoi qu'elle parlait. Mm-hmm. Comme si ça donnait là, qu'elle l'avait entendu dire ça. Puis voyons donc, elle est donc bien J'aime ça, le niaiseuse, parallèle avec Colombo, ça marche. J'aurais jamais dit ça, mais oui, ça marche. Fait que, ouais, c'est son ton qui fait que tout le long du texte, on comprend que c'est elle qui est aux commandes. Mm-hmm. Moi, je le sais parce que je suis au courant là, depuis épisode 32 que je suis au courant. Ah, plus que ça même. Je sais pas de quoi tu vas parler. Ton texte sur comment ça se passait dans la villa du... Ah, c'est 32, ça? Bon. Ouais. On a appris que les aigles fonctionnaient, le pouvoir se transmettait de femme en femme, Mm-hmm. de mère en mère. Ouais. Puis... C'est tout... Tu sais, c'est pas juste... c'est matriarcal, là, mais c'est des familles aussi, puis c'est des aristocrates. Fait qu'il y a d'autres aigles qui n'ont pas... Il y a des aigles qui n'ont pas de pouvoir nécessairement. Fait que c'est une histoire de famille spécifique. Mais ces familles-là, la personne au top de la famille, c'est la crone, la vieille dame. C'est elle. Puis là, c'est elle pour sa famille à elle. Est-ce que c'est elle que l'écomètre cite quand il dit vous devriez? Ouais. OK. Genre, c'est un des neveux de Madame Itchatis. Fait qu'elle elle devance l'écomètre, puis la demande. Puis Non, elle répond à la demande. OK. Au début, elle dit « J'ai reçu votre requête d'affectation. » Oui. OK. Fait qu'à part de là, elle répond à une demande. Je comprends. C'est comme un... Je te prête mon neveu, mais ça va venir avec ça, puis ça. Ouais. Il y a comme plusieurs niveaux de deal pour moi, parce que il y a
premièrement, genre, je t'ai entendu faire ton discours. Là, il y a ça aussi, là. Comment elle a entendu qu'il pratiquait son discours? Exactement. Pour moi, c'est pas qu'elle prenait une marche, là. Non. Parce que sinon, il y a un petit problème de sécurité au Sénat. Là. Non. Si n'importe qui prend une marche peut entendre. Elle a ses informateurs. Puis, fait qu'elle sait que lui, il compte. Mais là, je vais faire un rappel, mais il y a très, très longtemps, j'ai écrit un texte d'une caporale corvienne qui écrit personnellement au tribun en disant « T'es mon ami d'enfance, sauve-moi, je suis dans les griffes, les crocs des serpents. » Oui, puis son amoureuse habite dans le manoir. Fait que tout ça est rendu un peu lié, là. Ouais. Puis, fait que clairement, là, on apprend que le tribun il a décidé qu'il allait essayer de la sauver. Mais il l'a pas encore présenté au Sénat. Il l'a juste pratiqué chez eux. Elle veut même pas que ce soit présenté une vieille au Sénat. dame importante qui fait comme « Attends, là, tu vas pas présenter ça, mon homme, là. Uh-huh. Fait que là, elle fait une espèce de gros speech sur c'est quoi qui fait que nous, on est meilleur que tout le monde. Absolument, oui. Fait que c'est là qu'elle va. Mais c'est ça. Son argument numéro 1, c'est qu'eux, ils volent, puis les autres volent pas. Puis après ça, elle prend les autres qui volent, puis elle dit voici pourquoi on est meilleur que les autres. On est meilleur que les autres qui volent. Fait qu'il y a un aspect genre, propose pas ça. Puis tu sais quoi, demain au Sénat, là, tu vas pas lire ta motion, tu vas lire ma motion. Puis là, il donne une motion à présenter à la toute fin du Sa texte. motion, c'est genre, là, il y a des enfants qui viennent jouer à Ville-Mont-Royal, puis, je veux dire, c'est à montagne, puis on veut pas qu'ils viennent. Fait qu'il faudrait mettre une gate, puis renforcer la... Il y a déjà une gate, mais il faudrait renforcer la surveillance. Parce que là, les petits corbeaux, ils volent autour. Ils n'ont pas d'affaire à voler autour de chez nous. Fait que c'est renforcer la surveillance. Mais c'est fait comme si c'était proposé par des mères corviennes inquiètes, puis c'est clairement juste parce qu'ils veulent pas que les corbeaux viennent fouiner chez eux. Là. Exactement. Okay. Fait que ça, c'est un niveau de truc. Puis elle dit aussi, si tu présentes ta motion, ta fille, ça se peut qu'il arrive de quoi. Ouais. Puis tu sais quoi, on est tellement, tellement fin puis tellement tissé serré, je t'envoie mon neveu. Ouais. Mais mon neveu, il est pas du monde. Il va falloir que tu le redresses. Il y a comme plusieurs comme deal par-dessus deal, puis elle est en train d'un peu imposer tout ça. Genre, je pense pas que le tribun il voulait quoi que ce soit de ça. Fait que ce que j'aime, c'est qu'on commence à avoir un récit là, avec ce qui se passe avec cette caporale-là, ce qui se passe dans la maison du tribun, elle, la folie un peu que j'ai l'impression que tes fruits de cristaux, là, les Raxium, puis là, maintenant, la maladie qui aurait frappé la famille du tribun. Ouais. Fait que ça, pour moi, il y a c'est l'aspect le plus mystérieux du texte. Tu nous proposes qu'il y a une maladie, il y a quelque chose qui est arrivé à la famille, puis moi, ça me sonne pas comme un accident quand je le lis, tu sais. On dirait qu'il est arrivé quelque chose. Et toi, tu fais confiance à absolument aucun membre de l'aristocratie. Ben, à date, tu nous proposes des membres de l'aristocratie que c'est tous des pas d'allure. Ouais. Est-ce que tu penses que le tribun, c'est un good guy ou non? Moi, je pense que le tribun, c'est un good guy. OK. Mais ça, c'est personnel à moi. On l'a pas vu dire quoi que ce soit ou faire quoi que ce soit. On sait qu'il mais veut... là, on apprend qu'il veut sauver la jeune mais son ami corvienne. Il peut avoir ses raisons qui ne s'alignent pas avec l'archétype d'un good guy pour vouloir l'aider. Il veut juste sauver son ami parce qu'il aime son ami, mais peut-être que ça s'arrête là, puis genre, il ferait jamais ça pour quelqu'un qui connaît pas. C'est ça. Puis, Mais moi, au plus profond, dans mes tripes, là, j'ai l'impression que c'est un good guy. OK. Mais puis j'aime pas ça non plus voir quelqu'un se faire menacer ses enfants. Fait que là, je me mets pas du côté de la vieille folle. Là, je me mets du côté du tribun. Là. Est-ce que tu penses qu'elle est folle? Non. Moi, je pense que c'est probablement c'est exactement ce qu'elle fait. Un des personnages à date qui a le plus sa tête puis qui est pas off sur quoi que ce soit. Genre, notre écomètre, là, il était off sur des affaires. Genre, il pense qu'il est un grand scientifique. Mais elle aussi est classiste. Mais elle c'est ça la différence. Pour moi, l'écomètre, il est classiste puis élitiste comme par osmose de l'environnement qui l'entoure. Elle, Madame Ichatis, a créé cet élitisme-là autour d'elle. C'est elle comme le moteur. C'est des gens comme elle qui font que les structures restent en place. Elle travaille fort pour. Oui, puis l'autre faisait preuve d'un classe. C'était plus comme si c'est l'Empire, le cadre, puis là, les classes entrent dans un certain ordre dans l'Empire. Elle est comme les furets, là. C'est rien, là. Ouais. On les tient par le bout du nez. Fait que oui, elle est plus menaçante. Non, effectivement, je pense pas qu'elle est folle. Je pense que la tortue est folle, mais je pense pas qu'elle est folle. J'ai dit qu'elle était folle dans le sens, genre, elle menace de tuer un enfant. Oui, tu veux juste l'insulter. La vieille folle! Ouais.
En fait, je veux pas qu'elle sache que je l'ai insulté. Dis pas, s'il te plaît. OK, je dirais pas. Le martyr des sables. Mhm. Fait que ça, faudrait qu'on trouve un nom pour cette méthode-là. Les deux, on le fait. Là. Des fois, on fait juste comme plugger quelque chose. Ouais. Mais t'en parles 2 fois du martyr des sables. J'en ai déjà parlé. Ah ouais? J'en parle 2 fois dans ce texte-là? Ouais. Non, une fois dans ce texte-là? Non, 2 fois. Ah oui, c'est vrai, il en parle. Ben, oui, c'est 2 vrai. fois très rapprochés. Là, Elle en parle le 2 fois. terme martyr des sables vient 2 fois. J'en ai déjà parlé. OK. C'était notre vizir bifide qui faisait son speech. Fait que l'espèce de prêtre de Isil, Serpentien, qui fait un speech à ses congénères pour dire « On va se révolutionner, on va faire la révolte. » Puis il disait, tu sais, il n'y a plus personne qui aime l'Empire. Pensez-vous que Dénumio, le démonologiste, qui est un personnage comme de fourmi sorcier qui a voulu faire la révolution, pensez-vous que le martyr des sables avec les chameaux, lui, blablabla. OK. Fait que la seule chose qu'on sait sur le martyr des sables, c'est que c'était un chameau. C'était un camélien qui a fait quelque chose. C'était une figure historique qui a essayé de se rebeller contre l'Empire. Là, on apprend un peu de la façon qu'il a opéré. Il a infiltré le palais. On n'en sait pas plus pour l'instant. Puis on ne sait pas s'il a infiltré le palais comme d'une infiltration, genre je rentre sans que personne me voie puis je fais un attentat, ou s'il a infiltré le gouvernement puis il faisait partie des structures. Oui, parce qu'elle dit combien de brèches il a fallu dans la douve. Fait que ça a l'air d'une infiltration, là, carrément, opération tactique. Mais ça peut-être être une image, figure de style, effectivement. Puis après ça dit il a fait ça au Sieb-Zimil. J'ai jamais parlé des Sieb-Zimil avant. Mais moi, Sieb, je sais que c'est comme l'appellation de la famille royale des Furets. Puis Zimil en Irial, ça veut dire véritable, vrai. Les Sieb-Zimil, c'est la première lignée dynastique qui a vu sa fin un moment donné. Puis il y a une autre gang de Sieb qui ont repris le pouvoir. OK. Fait que là, j'en ai pas parlé, puis c'est pas précis, mais tu vois, on apprend un peu que le martyr des sables a mis fin à une lignée dynastique de Furets importants, puis ça a été repris par la branche de la fesse gauche. Les autres Sieb. Est-ce qu'on datait quand même de l'ère de Sieb pendant le règne des Sieb-Zimil? Oui, okay. tout est Sieb. Mais t'as les Sieb-Zimil, puis après ça, t'as d'autres variantes de ça, j'en ai jamais parlé des autres. Puis en ce moment, les Sieb au pouvoir, c'est une autre variante de Sieb. Il y a un descriptif pour ça aussi, mais je l'ai jamais utilisé. C'est peut-être complètement farfelu, ce que je vais te poser comme question, mais puisque c'est dans ta datation, l'ère des Sieb, est-ce que le règne des Sieb est mesuré dans le temps, puis ils savent comme qu'à un moment donné, à la fin de l'ère de Sieb, ils doivent remettre le pouvoir à quelqu'un d'autre? Non. OK. Fait que, ce que j'appelle l'ère de Sieb, c'est juste l'ère commune des gens. L'Empire est éternel dans leur tête. Là, ça va toujours être Sieb. Ça va toujours être Sieb. Okay. C'est juste qu'avant ça, c'était pas l'ère de Sieb. Okay. Avant, c'est quoi, 20 cycles? 20 cycles, 2 lustres et des poussières. C'était autre chose. Puis ils ont une datation pour ces systèmes-là aussi. C'est pas l'ère de Sieb, c'est d'autres ères. Okay. On revient pas mal dans le temps quand on fait ça, puis ça me tente pas de faire ça. Non, je comprends. Je parlais surtout de la finalité. Mais il n'y a pas de finalité, on sait pas. OK. Je continue avec le name dropping. Oui. Naphitis. C'est son nom. Ça serait indigne du dernier. Ah, c'est son nom, ben oui. C'est son nom de famille au tribun. OK. Fait qu'il est le dernier Naphitis. T'sais, on apprend que genre... Il y a juste sa fille qui Il y a ses 2 enfants, il y a des jumeaux, un gars et une fille. Ouais. Puis il y a lui, puis c'est tout. OK. Toutes les autres femmes de la famille ont passé au cash. Puis les hommes de la famille, on ne sait pas. Il n'y a pas de nouvelles, mais c'est le dernier Naphitis. Fait que c'est le dernier de la branche de sa mère, qui était clairement la branche importante. Asturl. Ah. Est-ce que c'est un mot en irial? Oui, c'est un mot en irial. Ça veut dire les volants. Ah, OK. C'est un mot pour parler des peuples anthropomorphes oiseaux seulement. OK. Fait que les corviens puis non, les perroquets? Les perroquets. Techniquement, les chiroptériens aussi, les chauves-souris. OK. Mais les chauves-souris ne sont pas vraiment considérés comme des asturles pour la plupart parce qu'il y a une pratique. Je parle pas souvent des chauves-souris, mais c'est des pérégrins, là, sont à l'extérieur de l'Empire. Puis c'est des cerfs, comme des esclaves des crocos. Les crocos leur coupent les ailes à la naissance pour pas qu'ils s'en aillent. Fait que les chauves-souris font un peu pitié. Puis c'est pas des êtres volants, à part s'ils sont nés dans le wild, cachés du joug des crocodiles. Ah, ouais, OK. Ouais. Un moment donné, je parlerai de ça, mais là, je veux beaucoup parler de l'Empire avant de commencer à parler de ce qui n'est pas l'Empire. La colonne de Swatan, est-ce que c'est comme un monument ou c'est naturel? Ou... C'est une colonne d'air chaud. Ah, OK. C'est juste une colonne qui se crée à chaque après-midi au printemps puis en été dans la place publique de Swatan, qui est la place publique
en bas des villas. Il y a des manoirs à flanc de montagne, dans les montagnes qui sont juste au nord des Lourmourdes. Puis en bas de ça, il y a une espèce de village qui est la haute ville des Lourmourdes, mais qui est le village des aigles. Il y a vraiment juste comme des commerces et des choses pour les aigles. Il y a des gens qui travaillent là qui ne sont pas des aigles, mais c'est vraiment un endroit de villégiature pour les aigles. Fait que eux, c'est comme un petit coin dans les Lourmourdes, si tu veux. OK. Puis c'est une grande place publique où ce que l'air, le soleil frappe, Ayanif frappe fort, puis ça crée des colonnes d'air chaud, puis les aigles en profitent pour pouvoir grimper facilement. Fait qu'un petit Quan pour les gens qui écoutent puis qui n'ont pas eu l'épisode sur Quan, c'est comme un petit club med. Un petit club med. Fait qu'eux, ils font référence à ça, les Asturles, ceux qui volent, ils savent très bien c'est quoi la colonne de Swatan, mais un furet, la colonne de Swatan, c'est rien. Parce que ça te permet genre de faire l'urubu pendant une couple d'heures puis de monter sans battre des ailes. Exactement. Puis, cool. C'est tellement spécifique, mais moi, j'aime aller à ces places-là. Là. C'est comme, ah oui, ça, c'est quoi ça? C'est une colonne d'air chaud bien connue. Non, mais c'est parce que Par mon peuple d'aigle. Tu donnes des caractéristiques sociales à ce groupe-là, culturelles même, je dirais. T'sais, ils savent c'est quoi, eux autres, là, la colonne, puis ils sont habitués. Puis tu le fais aussi dans la langue. Sa façon de signer sa lettre, c'est d'un sommet à un autre. Ouais. J'ai mal lu, j'ai dit d'un sommet à l'autre. C'est d'un sommet à un autre. C'est une façon de signer une lettre pour une matriarche à une autre matriarche, mais là, lui, il n'y a plus de matriarche dans sa famille. Fait que... Je passe dans ta cosmologie. Je me rappelle que tu m'as déjà parlé que là, j'espère que c'était en ondes. Oh, je sais pas. En tout cas. Que chacun de tes astres représentait comme une divinité. Ouais. Et que chacune de tes espèces était comme connectée avec une divinité plus qu'une autre. Exactement. Ouais. Est-ce qu'il y a une en fait, est-ce que les corbeaux viennent d'une divinité puis les aigles d'un autre? C'est pour ça qu'il y a comme une division entre les deux? Je vais parler de ça pas mal en janvier prochain. On est présentement en avril. C'est plate, mais j'arrive dans ça quand je finis ma géofiction. Okay. À vraiment mettre... Parce que j'ai mes idées, mais je veux pas les rendre canon tant que j'ai pas assez construit. Mais oui, il y a des peuples qui sont plus connectés naturellement avec une divinité qu'une autre. OK. Désolé. OK. J'étais comme, je vais plancher là-dessus pour les 5 dernières minutes. Non. Tes apiens... Comme tu cherches des questions, mais moi, Non, j'en cherche pas. Okay. Comment qu'on va combler les 5 prochaines minutes? Les apiens, elle parle un petit peu du fait qu'ils sont comme victimes un peu de leur programmation, si tu veux. Oui, parce qu'ils ont quand même un système très rigide, système social très rigide, avec une reine, des ouvrières, des bourdons, des faux bourdons. Il y a un truc que j'appelle les bourdons bafoués. C'est ceux qui se sont présentés à une reine, la reine les a revirés de bord, puis là, ils ne servent plus à rien dans la communauté. Puis c'est eux qui vont devenir des bureaucrates qui vont peut-être devenir importants, puis ils deviennent genre des militaires officiers qui ont un titre, mais qui n'ont aucun talent. Fait que c'est des gros bonhommes fatigants qui traînent dans le Sénat, qui traînent dans... Fait que je commence... Mettons, j'avais un personnage, Karsh Yeredvi, qui est un légat bourdon. Comme des incels. C'est des incels. Okay. Non, mais te rappelles-tu de lui? C'est lui qui a catapulté les restes d'une serpentienne. Okay. Tout. Lui, c'est ça. C'est tous des vieux bonhommes frustrés, les bourdons bafoués. Reste que c'est les apiens qui sont les plus libres de leur système. Ils ont comme échappé au système. Ah, ceux qui sont pas carrément dans la ruche. Oui, c'est ça. Parce que dans la province des apiens, tu habites carrément dans la ruche, puis tu sors la reine. Puis la reine est officiellement sous la tutelle de l'empereur, mais en réalité, elle opère son propre truc. J'ai jamais été là-dedans. Là. OK, fait que c'est pas grave, je te pose quand même des questions là-dessus. Ouais. Y a-tu une seule reine pour toutes les apiens? Je pense que le mois prochain, je vais faire un texte d'apien. On va aller dedans. Là, ça soulève des grosses questions. Parce que tu viens de dire qu'ils habitent toutes dans la ruche. Y a-t-il une ruche qui est grosse comme un pays? Il y a plusieurs ruches. Mais il y a une ville qui s'appelle Deste, qui est comme l'espèce de ville importante où que la reine des reines a toujours habité. Puis avant qu'ils fassent le deal avec les furets pour faire partie de leur empire, ils étaient constamment en guerre contre les furets. OK. Puis il y a eu un deal qui a été brokered par les aigles. Puis là, ça a créé l'empire avec les 3 grands peuples. Je comprends. Puis quand l'empire des furets, aigles et bourdons et abeilles s'est frappé à la culture du Nord, qui était la culture des éléphants,
Il y a eu beaucoup de guerres aussi, puis à un moment donné, il y a eu une intégration. Puis c'est devenu l'Empire tel qu'on connaît aujourd'hui avec 4 peuples au pouvoir. OK. Mais ces 4 peuples-là ont des griefs les uns contre les autres. Il y a des affaires C'est un équilibre délicat. C'est un équilibre délicat. C'est les Furets qui tiennent ça à bout de bras. OK. Mais c'est eux qui ont comme la bonne place. Mais au final, si tu enquêtes vraiment, je pense que c'est les aigles qui ont le meilleur deal parce qu'ils n'ont aucune responsabilité. Ils vivent dans la richesse et l'opulence. Puis tout ce qu'ils font, c'est se battre entre familles aigles pour le pouvoir, pour avoir la meilleure montagne, pour avoir le meilleur spot, le meilleur nid. Mais au final, les Furets, il faut qu'ils mènent des guerres, puis ils ont comme le poids du trône puis de la couronne sur la tête, puis les aigles n'ont pas à gérer ça. C'est plus tes Habsbourg, genre de la fesse gauche, troisième cousin, puis il fait juste vivre de façon dilettante. Mais là, moi, j'ai le goût de jouer dans une campagne de Gadin, tout d'un coup. Non, mais là, c'est moi qui suis supposé jouer dans Valterra. Il n'y a pas de campagne de Gadin. Bon, triste. Peut-être un jour. Peut-être un jour, j'irai là. Il va falloir que tu designes mon jeu de rôle. Ah, ça va me faire plaisir. OK, parfait. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Je sais pas. Il y a pas grand... Il y a beaucoup de... Dans le fond, j'ai essayé d'utiliser ce texte-là pour faire une leçon de... Un peu... Regarder c'est qui les peuples qui habitent l'Empire, parce qu'on en parle tout le temps, puis je le fais tout le temps, mais c'est tout le temps juste effleuré dans les textes. Mais ça, c'est un texte que tu pourrais lire, puis ça te donne un bon survol, à vol d'oiseau, de c'est quoi les peuples patriciens puis les peuples plébéiens, parce qu'elle les regarde toutes, puis elle les juge, puis elle leur donne comme une caractéristique. Fait qu'elle dit, ben ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. Puis il y a 10 peuples, puis elle va parler des 10 peuples. C'est juste qu'elle en parle avec beaucoup de jugement. Dans un de nos premiers épisodes, là, je parlais un moment donné de ce que j'aimais les factions. Puis il y avait un tableau dans un livre qui présentait cette faction-là, elle pense ça de l'autre. Cette faction-là, c'est cool parce que c'est ça que tu nous donnes. Qu'est-ce que les aigles pensent de tous les autres? Exactement, ouais. Hey, la semaine prochaine, on ne sait pas de quel sujet on va parler. Non, parce qu'on rentre dans une nouvelle phase. On ne sait même pas comment. Va falloir choisir c'est quoi nos aspects démiurgiques pour les prochains mois. Fait qu'à suivre là, sur Discord ou sur Instagram. Yes. Proposez-nous des choses. Ah, ça serait malade. Ouais. OK. Fait que comme du monde podcast, @gmail.com. Ben, bonne semaine, Joël. Bonne semaine, Julien. Comme du monde, un balado signé Joël Martin et Julien Lefort. Écrivez-nous au comedumondepodcast@gmail.com. Participez à la conversation sur Discord. Abonnez-vous au balado sur votre plateforme préférée et suivez-nous sur Instagram, YouTube et Patreon. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir écouté Comme du monde.